Je suis avocat au barreau de Paris. Je suis spécialisée en droit de la fonction publique, donc c'est le droit du travail des fonctionnaires au sens large, donc tout ce qui touche en fait au droit du travail dans le service public. Pourquoi vous êtes-vous intéressée à ce domaine? Quand j'ai démarré ma carrière d'avocat, j'ai été confrontée, j'allais dire de près et de loin, au phénomène de harcèlement moral qu'on retrouve malheureusement aussi beaucoup dans les cabinets d'avocats, surtout quand on est jeune collaborateur. Donc c'est quelque chose qui m'a quand même beaucoup marqué et qui a d'ailleurs provoqué mon installation assez rapide dans la profession en tant qu'indépendant. Et aussi parce que j'ai été assez frappée par l'absence de prise en considération de ce phénomène au travail. Le harcèlement est un phénomène nouveau ou on en parle davantage? J'aurais tendance à dire que c'est quelque chose qui existe depuis assez longtemps. Voilà. Il y a deux profils à mon sens, il y a tous les profils un peu pervers et les profils plutôt agressifs. Donc il y a différents types de comportements qui font que c'est aussi peut-être dans la nature humaine l'instinct de domination ou d'écraser l'autre me paraît assez ancien. Voilà. Après, ce qui est un peu plus récent, c'est la dimension plus institutionnelle du harcèlement. Comment définir le harcèlement moral? Le harcèlement implique une notion d'agression permanente, en fait, à répétition. C'est un phénomène d'usure et de destruction mentale, hein, qui peut avoir des répercussions physiques aussi, mais j'allais dire le premier objectif du harcèlement, c'est vraiment, il est psychologique, d'ordre psychologique. Y a-t-il plusieurs types de harcèlement et est-ce différent selon la taille de la structure? Il y a donc le harcèlement interpersonnel, c'est-à-dire d'une personne sur une autre, ou d'un groupe de personnes sur une autre. Et là, je pense qu'il n'y a pas de limite. C'est-à-dire qu'on est aussi bien dans les administrations, les grandes entreprises, les petites entreprises. Le harcèlement moral peut être mis en place en tant que méthode managériale. Voilà. Et alors c'est extrêmement grave, hein, et c'est une des choses sur lesquelles d'ailleurs on a peu d'emprise parce qu'on a du mal à imaginer, surtout d'ailleurs dans le secteur public, qui véhicule des valeurs républicaines, de neutralité, de lutte contre les discriminations, qui est un modèle, enfin censé être un modèle de justice sociale, on a du mal à imaginer qu'il y ait ce type de comportement qui soit mis en place. Et là, j'aurais tendance à dire qu'effectivement, ça concerne plus les grands groupes ou les administrations, sachant qu'un grand groupe fonctionne souvent comme une administration de par les process, une ultra-hiérarchisation, une déresponsabilisation, c'est-à-dire qu'on a du mal à savoir exactement qui harcèle. Quelle est l'utilité du harcèlement? Je parlais tout à l'heure de profil pervers ou agressif. Dans la perversion, on est vraiment sur une intention de nuire, c'est-à-dire que la personne se nourrit de la destruction de l'autre pour des tas de raisons. Dans les profils agressifs, qui sont des profils assez courants finalement dans le milieu du travail, ça va être des phénomènes qui vont induire ce type de comportement, mais qui seront beaucoup plus variés. Donc il n'y a pas forcément d'intention de nuire à l'autre, mais il y a une peur qui génère un comportement agressif et qui fait que finalement on va un peu écraser l'autre. Ensuite, il va y avoir la volonté de pousser les gens à bout tout simplement pour qu'ils quittent d'eux-mêmes l'entreprise ou l'administration. Comment expliquer l'augmentation des suicides sur le lieu de travail? Aujourd'hui, donc le secteur hospitalier qui connaît une vague de suicides sans précédent, mais c'est vrai que ce sont dans ces sociétés anciens monopoles d'État qu'on a eu des vagues de suicides absolument démentielles et qui tous n'ont pas été médiatisés. Mais après, il y a bon, des questions politiques aussi. C'est vrai que trop médiatiser des suicides, ça a tendance à générer des suicides en cascade, parce que les personnes fragiles y voient aussi un symbole et un acte politique. Politique, pas au sens de la nation évidemment, mais au sens interne de la structure. Comment expliquer le peu de révolte des personnes harcelées? En général, une victime de harcèlement moral, elle n'est pas consciente de ce qui est en train de se mettre en place. Ce sont des personnes qui n'ont pas d'esprit pervers, justement, ni agressif, ni manipulateur, qui font leur travail consciencieusement. C'est un process extrêmement lent et extrêmement long, très insidieux, qui fait que la victime elle-même met beaucoup, beaucoup de temps avant de réaliser qu'elle n'est pas le problème. Il n'y a pas de catégorie socio-professionnelle, j'allais dire, pour être victime de harcèlement. Ce n'est pas une question d'intelligence ou d'instinct de survie ou de fragilité. Tout le monde peut être victime de harcèlement moral à un moment dans sa vie. Est-ce différent selon le niveau hiérarchique? Contrairement à ce qu'on pense, plus la personne est élevée dans la hiérarchie et plus elle aura tendance à faire un déni sur la situation et à ne pas affronter la destruction qui est en train d'être mise en place. Je reprends mon exemple des médecins, mais il y en a d'autres. Il y a, je sais pas, des très hauts fonctionnaires ou des cadres d'entreprise avec des postes très très importants qui se disent, compte tenu des fonctions que j'exerce et de la position que j'ai, je n'ai pas le droit d'être faible ou fragile. Ce qui fait que ça rend alors leur force de résistance, le process va être un peu plus long, mais il va être encore plus violent parce qu'il y a une contenance. Et on voit ça beaucoup chez les hommes d'ailleurs qui s'expriment un peu moins que les femmes sur leur fragilité, qui ne sont absolument pas des faiblesses.
Y a-t-il un autre choix à part subir ou partir? J'en vois qu'un troisième, hein, c'est se révolter. Se révolter, alors c'est très compliqué, j'allais dire, il faut bien choisir son combat. Il faut savoir, dans un premier temps, préserver sa santé. Parce que malheureusement, on ne change pas le monde à trop grande échelle. On le change à petite échelle. Il faut se révolter de manière stratégique. Et ça, j'allais dire, c'est aussi le rôle des avocats, de soutenir et d'apprendre à leurs clients comment se défendre utilement en se protégeant. Les victimes de harcèlement professionnel sont-elles aussi malmenées dans leur vie privée? Ah, ça, c'est un grand argument de défense pour les entreprises ou les administrations, c'est de dire il n'y a pas de harcèlement moral, c'est un problème de comportement de la personne. Et d'ailleurs, surtout on voit ça dans les tentatives de suicide ou les atteintes assez graves, de dire c'est parce que la personne est fragile, que ça va pas bien au travail ou qu'elle a fait une tentative de suicide. Ce qui est extrêmement regrettable, pour ne pas dire condamnable, c'est d'accuser la sphère personnelle pour se dédouaner de sa responsabilité professionnelle. Comment expliquer que les bourreaux soient valorisés? Ce qui est très difficile pour la victime, c'est le sentiment d'injustice. C'est de dire, mais je ne comprends pas pourquoi cette personne reste en place, cette personne est valorisée. Il faut savoir qu'on vit dans une société où les comportements malins et manipulateurs sont valorisés, parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça que ça fonctionne. Ce sentiment d'impunité générale rend la mesure beaucoup plus dure et que malheureusement, les administrations continuent à déplacer l'agent ou le mettre en congé maladie sans traiter le problème de base. Comment se reconstruire et reprendre confiance en soi? Ce qui est très important en fait pour les personnes victimes de harcèlement moral, c'est la reconnaissance de ce qu'elles ont vécu. Parce que comme en général vous êtes victime du comportement d'une personne, et je reprends ce que je disais tout à l'heure, donc ces personnes qui sont valorisées dans l'administration, c'est devenu un sport national, hein, de protéger les harceleurs, de les muter par promotion, donc il y a une impunité absolue. Enfin, pas toujours, mais enfin très régulièrement. Donc si vous voulez, tant qu'il n'y a pas eu la reconnaissance de ce qu'on a subi, on ne peut pas se reconstruire. Mais dans un premier temps, ce qu'il faut faire, c'est s'éloigner de la zone de conflit, pour reprendre la terminologie militaire, ce qui est très difficile pour les personnes harcelées. Parce qu'elles se disent, je ne comprends pas, c'est moi la victime, et c'est moi qui dois partir, et la personne reste en place. Et là, il faut impérativement responsabiliser le management, parce que c'est absolument pas normal que cette situation perdure. Dans quel contexte peut-on avoir recours à la médiation? Je suis moi-même assez circonspecte sur les effets de la médiation, parce que pour qu'elle soit utile, il faut qu'elle intervienne très en amont. Ça veut dire prise de conscience en interne de ce qui est en train de se passer et mettre fin au conflit immédiatement. Ça veut dire croire la victime, enfin donner du crédit à ce qu'elle dit et accepter que le système se remette en question pour interroger les parties réciproquement et les mettre autour d'une table. En général, la médiation, elle intervient beaucoup trop tard et on n'en est plus au stade de la médiation, on en est au stade de la réparation. Ce qui est très compliqué dans la médiation en matière de harcèlement moral, c'est que la médiation, c'est une histoire de compromis. C'est-à-dire qu'on va s'asseoir autour d'une table et on va essayer de, pas de couper la poire en deux, c'est un peu le jugement à la Salomon, si vous voulez. Donc, la personne qui est victime d'une personne qui est manipulatrice et qui peut-être arrive à manipuler d'ailleurs tous les acteurs de la médiation, mais c'est insupportable. Vous dites, mais moi j'ai absolument pas envie de faire de compromis. On n'est pas dans le compromis dans le harcèlement moral, c'est pas possible. Il faut une reconnaissance de ce qui s'est passé et des décisions prises qui soient justement proportionnées à ce qui s'est passé. Je pense qu'il y a une méconnaissance des conséquences du harcèlement moral et de la violence de ce que ça implique et du caractère très très pervers non visible. Et tant qu'on n'a pas cette prise de conscience qu'on peut détruire des gens avec des comportements et des mots, c'est très difficile en fait d'appréhender les situations.